John Dee occupe une place éminente dans les ouvrages de référence pour sa contribution aux études mathématiques et de navigation menées au XVIe siècle en Angleterre. Cependant, le même homme croyait avoir découvert les secrets des anges. Communiquait-il réellement avec les esprits angéliques, ou bien était-il victime d'autosuggestion et les fourberies d'un médium astucieux? La majorité de ceux qui ont étudié le cas, la vie et les opinions de John Dee sont arrivés à cette dernière conclusion. Les occultistes ont une toute autre vue de la chose, particulièrement ceux qui se réclament de ce que l'on appelle la tradition ésotérique occidentale. Celle-ci consiste en cette synthèse d'astrologie européenne, de magie rituelle, d'alchimie et d'autres techniques d'occultisme. Beaucoup croient que John Dee avait appris la langue des anges, et certains avancent que la magie enochienne est de grande valeur, car, contrairement à d'autres systèmes magiques, elle ne s'occupe pas de démons ou de diables, et, à cause de l'origine céleste de sa langue, elle est supposée aider le magicien à contrôler les esprits avec plus de succès. Que Dee ait été sorcier ou fou, excentrique ou mage, il n'y a pas de doute quant à son érudition. Sa bibliothèque, qui tant en manuscrits qu'en imprimés lui avait coûté plus de 3000 livres à l'époque, était l'une des plus importantes de son temps. Elle contenait des ouvrages sur tous les sujets auxquels s'intéressaient les savants du XVIe siècle: la théologie, les mathématiques, la géographie, la navigation, l'alchimie, l'astronomie, l'astrologie et la magie rituelle. Tout y était représenté. Il est né le 13 juillet 1529. À l'âge de 15 ans, il obtint un diplôme de l'université de Cambridge et poursuivit ses études avec une vive concentration, comme il le raconte lui-même. J'étais si véhémentement attaché à l'étude que pendant ces années, j'observais cet ordre inviolable. Seulement 4 heures de sommeil par nuit, 2 heures pour manger et boire et 18 heures étaient consacrées au travail. Les efforts de John Dee reçurent leur récompense et, en 1546, il fut reçu lecteur de grec, en quelque sorte professeur adjoint. Mais même au début de sa carrière, le bruit courait qu'il s'adonnait à la magie noire. Quelques-uns soupçonnèrent même que l'ingénieux insecte mécanique qu'il conçut comme trucage dans une pièce grecque était en fait une créature infernale. Les 30 années suivantes de la vie de Dee furent existantes, pleines d'événements et parfois dangereuses. Il voyagea dans toute l'Europe, professant dans les universités et se faisant des amis parmi les savants. Il s'intéressa à la magie angélique exposée par l'abbé Trithème dans son manuscrit Stréganographie, et il dressa les horoscopes des gens connus de son temps. Ce fut cette dernière activité qui, en 1553, sous le règne de la reine Marie, mit Dee en danger. À cette époque, la princesse Élisabeth, suspectée de comploter avec les protestants pour renverser la reine et prendre sa place, entra en relation épistolaire avec Dee, de sorte que bientôt il dressa pour elle l'horoscope de la reine Marie. Non seulement ses calculs astrologiques sur la durée de la vie de la reine Marie furent considérés comme frôlant la trahison, mais de plus, on crut qu'il projetait de la tuer grâce à la magie noire. Dee put se disculper, mais fut immédiatement arrêté de nouveau comme hérétique. En 1558, la reine Marie mourut
et Élisabeth monta sur le trône. Dee bénéficia de la faveur de la reine Élisabeth en tant qu'astrologue de la cour. Malgré tout, la vie de Dee n'était pas entièrement heureuse et il était continuellement à court d'argent, dépensant tout ce qu'il gagnait en livres ou en expériences alchimiques. Les expériences de communication avec les anges commencèrent en octobre 1581. Les 6 mois précédents furent particulièrement troublés pour Dee. Son sommeil était perturbé, ses rêves étranges et sa maison résonnait de coups mystérieux. Tout se passait comme si les esprits souhaitaient contacter Dee et non le contraire. Dee se servait d'un médium, Barnabas Saul, qui affirmait voir des anges et d'autres esprits dans un cristal magique. Mais Dee ne fut pas satisfait de lui et s'en sépara au bout de quelques mois. En 1582, un nouveau médium nommé Edward Kelly, étrange jeune homme au passé obscur, se présenta à lui. Il n'avait que 27 ans, mais sa courte vie semble avoir été remplie de mystères, de dangers et d'exploits douteux. Il avait été étudiant, mais sans avoir été jusqu'aux examens. Il avait également été notaire et accusé de faux. Il avait eu des oreilles coupées. Il avait utilisé la magie pour rechercher des trésors enterrés. Il avait étudié l'alchimie et possédait d'étranges poudres, élixirs et manuscrits chiffrés. Plus sinistrement, il était suspecté de pratiquer la nécromancie, ce rite qui consiste à réveiller les morts pour les besoins de la prédiction et de la divination. Dee se méfia tout d'abord de Kelly, mais cela ne dura pas longtemps. L'association entre Kelly et Dee dura 7 ans. Ensemble, ils tinrent des centaines de séances magiques. Sur les instructions des anges qui parlaient à travers Kelly, les 2 hommes et leurs familles parcoururent des milliers de kilomètres à travers l'Europe. Des relations de beaucoup de leur expérience, soigneusement compilées par Dee, ont survécu jusqu'à nous. Elles sont souvent dépourvues de sens pour le lecteur moderne qui n'a pas fait d'études spécialisées sur la magie et l'alchimie de l'époque, mais elles contiennent des passages qui semblent prophétiques. Prenons par exemple le dialogue suivant, échangé entre Dee et l'ange Uriel, le 5 mai 1583. Dee, à propos de cette vision présentée la nuit dernière à la vue d'Edward Kelly. L'apparition de la mer avec beaucoup de navires et la décapitation d'une femme par un grand homme noir. Que devons-nous en penser? Uriel. La première signifie la coalition de puissances étrangères contre le bien-être de ce pays, ce qu'elles ne tarderont pas à mettre en pratique. L'autre signifie la mort de la reine d'Écosse. Cela arrivera bientôt. En d'autres termes, Uriel, parlant par la bouche de Kelly en 1583, prophétisait une tentative d'invasion de l'Angleterre par quelques vastes flottes et l'exécution de Marie Stuart, reine des Écossais. La description du bourreau comme un homme noir veut sans doute indiquer sa cagoule noire. Marie Stuart fut exécutée en 1587 et la tentative d'évasion de l'invincible armada espagnole survint en 1588. La langue d'Enoch était, selon Uriel et ses amis, celle parlée dans le jardin d'Éden avant la chute. De longs discours furent dictés à Dee dans cette langue, à première vue un charabia incohérent. Par exemple, Mikael's Holp signifie puissante lumière et Bliordets Odo, la plus franche constellation. Parfois, la traduction était obligeamment fournie par les anges. De ces exemples, on peut déduire que l'Enochien est plus qu'un abriamini de syllabes.
Il révèle des traces de grammaire et les rudiments de langage. Le docteur Lecoq a mené à bien une étude approfondie de l'Enochien et, dans l'introduction de son dictionnaire complet d'Enochien, paru en 1978, il conclut que sa structure et sa grammaire sont remarquablement identiques à celles de l'anglais. En dépit de son scepticisme à propos de la langue elle-même, le docteur Lecoq est prêt à admettre qu'il y a quelque chose dans la magie énochienne. Il remarque: j'ai bien connu des gens qui ont persévéré dans l'étude énochienne du point de vue de l'occultisme pratique et qui affirment que, quelle que soit l'origine du système, il fonctionne utilement. Que valurent la magie énochienne, la langue d'Enoch et les autres enseignements occultes confiés à Di et Kelly par leur ange supposé? Personne ne peut l'évaluer, mais il y aurait beaucoup à dire du point de vue exprimé par le docteur Lecoq. Si la vraie voix de Dieu se manifesta à travers le cristal, alors ce fut vraiment comme à travers un verre fumé.